Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour notre 9e jour sur la chaîne Un bon livre à lire pour le calendrier de l'Avent. Chose qui est quand même assez rarissime. Vous verrez ici d'avoir 9 vidéos à la suite, une par jour. C'est, je crois, jamais arrivé. Donc on va pas trop traîner et on démarre tout de suite. Première catégorie, le tag abécédaire. La lettre d'aujourd'hui, c'est le I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je pense que ça a été ce basculement entre la lectrice et la blogueuse. J'ai été lectrice toute ma vie, depuis toute petite, donc en soi, ça ne change pas. Et puis, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a eu ce moment où j'ai voulu partager mes lectures sur internet parce que dans mon entourage, très peu de monde lisait, ou en tout cas lisait pas les mêmes livres que moi, etc. Et en m'inscrivant sur des groupes, je me suis rendu compte déjà que des groupes existaient et que beaucoup de monde le faisait déjà et j'ai complètement atterri. Moi, j'étais à l'ouest, je ne savais pas que c'était possible. Et pour moi, les blogs, c'était pour parler de sa vie privée, c'était pas pour parler de bouquins. J'ai pas eu le lien entre les deux et j'étais contente de découvrir ce monde de blogs, de vidéos, de tout ça. Et je le redis, c'est vraiment le fait d'avoir rencontré Séverine Nanté qui m'a fait tout basculer. Cette envie de passer de l'autre côté. Cette envie de passer pas de celui qui se fie aux autres, mais plutôt de celle qui veut partager, qui veut mettre en avant, qui veut parler lecture et pas juste écouter. Donc je pense que ça a vraiment été ça, ce moment important dans ma vie de lectrice, ce basculement de lectrice lambda qui va chercher son bouquin à Leclerc en allant faire les courses et qui revient avec qui lit un livre qui ne savait pas que d'autres l'avaient déjà lu, qui ne connaissait pas les avis, qui peut-être va se planter, qui peut-être va découvrir une pépite. Et du coup ça m'a aussi permis, ça c'est un truc très bien. Avant, j'étais enfermée dans les mêmes livres, parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je me radote, j'avais cette tendance à avoir peur d'acheter et d'être déçue. Et comme je ne pouvais pas emprunter en bibliothèque, parce que nos bibliothèques sont ridicules dans le secteur, du coup, j'avais peur d'acheter. Et le fait de découvrir ces groupes de lecture m'a permis vraiment de me développer là-dessus, de ne plus hésiter en fait, d'essayer, de juste essayer et de tenter la lecture si on le sent, si on en a envie, etc. On y va. Et ça a vraiment changé du coup ma mentalité, ma façon de voir la lecture, ma façon de lire le livre aussi, parce que finalement j'y vais avec beaucoup moins d'a priori. Maintenant j'y vais même beaucoup en mode je ne lis pas le résumé. Des fois je me fie juste à la couverture ou à l'auteur. Et je peux choisir un livre juste en voyant la couverture. Je vais lire à la rigueur la première phrase du résumé derrière. Oh ouais, pas mal. Hop, dans le panier. Et ça va être plus fort que moi en fait. Quand je prépare les sorties du mois suivant, je me fie beaucoup aux couvertures. C'est con, mais quand on voit la quantité de livres sur certains mois qui sortent, on ne peut pas lire tous les résumés, c'est pas possible. Et du coup, le fait de suivre aux couvertures, ça permet de sélectionner déjà pas mal. Et généralement, je me trompe pas trop. Après, il y a aussi des livres avec des couvertures toutes moches et qui sont super, je ne dis pas le contraire. Et ceux-là, généralement, je les achète suite aux avis des copines. Du coup, pour moi, ce qui a vraiment changé mon côté lectrice, le moment important pour moi, ça a été le basculement entre la lectrice lambda de bibliothèque et la lectrice blogueuse qui s'occupe aussi, qui est dans un bureau d'organisation de salon, qui va à la rencontre des auteurs, qui va à la rencontre des autres personnes, qui partagent, qui aiment ce qu'elle fait. Je pense que ça a vraiment été le point de basculement très important dans ma vie de lectrice. Ensuite, on passe à l'auteur du jour. Et l'auteur du jour est Armelle Carbonell. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo avec Majestic Murder. Donc c'est pas forcément là-dessus que je vais repartir aujourd'hui, je vais essayer de vous en présenter un que vous ne reverrez pas forcément sur les autres tops. Armelle Carbonell, c'est une personne adorable. Je me répète aussi, je pense que ça fait beaucoup en fait, peut-être dans mes choix de lecture, mais Armelle Carbonell est une personne adorable et j'adore la lire.
Je l'ai rencontré au Mine Noire en 2017, il me semble, la première année, et c'est une rencontre coup de cœur. On s'est aimé tout de suite. Et tout de suite, j'ai aimé ce qu'elle faisait. J'ai aimé son style, j'ai aimé sa créativité. Armelle Carbonel, elle aime particulièrement les huis clos, dans les lieux un peu glauques, un peu bizarres. Et elle a cette capacité à faire que le lieu est une personne à part entière. Et ça, j'aime. J'aime le fait de ressentir quelque chose dans les lieux dont elle parle, et ça, j'aime beaucoup. Donc, je me souviens... alors, Armelle Carbonel, j'ai tout lu. Je me souviens, Criminal Loft. Elle nous parlait de tueurs en série, de personnes condamnées à mort aux États-Unis, qui étaient mises dans un jeu un peu à la Loft Story, mais dans un ancien sanatorium. Et le dernier qui était gardé sur place, donc élu par le public, etc., remportait, je ne sais plus si c'était la libération ou je sais plus, enfin il y avait quelque chose. Et en fait, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était réellement ce qui se passait dans les lieux. Et le fait que ce soit un ancien sanatorium, j'avais trouvé ça super. Ensuite, il y avait eu Majestic Murder. Et moi, je me souviens aussi surtout de Sinestra, dont je vous parlerai une autre fois. Et en fait, moi, je voulais surtout aujourd'hui vous parler de l'Empereur Blanc. L'Empereur Blanc, on est... toujours pareil, dans un manoir isolé de tout, et un groupe d'écrivains amis. C'est ça, on est à Crescent House. On est avec un groupe de 5 auteurs qui sont amis et qui se retrouvent là-bas dans une maison qui a été réputée pour... alors, je ne sais plus, c'était... voilà, il y a un écrivain qui aurait été assassiné par des membres du Ku Klux Klan. Et du coup, c'est un lieu qui n'est pas forcément très bien réputé, etc. Et eux, ils vont s'enfermer là-bas. Alors forcément, on est sur un genre de huis clos, enfermé dans cette maison vraiment bizarre, où il s'est passé des trucs bizarres. Et le dénouement de ce bouquin est génial. La façon dont elle a tourné son histoire, c'est génial. On voit rien venir. Moi, j'ai adoré. Mais la tournure que prend l'histoire, c'est super. Enfin, je veux dire, elle va encore plus loin que ce que j'aurais voulu qu'elle aille. C'est génial. Vraiment, l'Empereur Blanc, c'est... D'ailleurs, elle a été récompensée prix des Mines Noires pour ce bouquin. Et vraiment, je la félicite énormément parce que c'est une auteure super qui méritait amplement ce prix. Et d'ailleurs, je vous l'annonce parce que ça a été annoncé sur la page des Mines Noires, ça sera notre marraine pour l'édition 2024 des Mines Noires. Donc on est ravis et c'est amplement mérité parce que c'est vraiment une auteure en or qui a une qualité d'écriture elle très littéraire. Elle fait des superbes phrases pour des romans noirs qu'on qualifie généralement de romans de gare, de romans faciles à lire, etc. La littérature polar-thriller n'est pas forcément celle qui est le mieux vue, mais elle a une plume littéraire... c'est génial, elle a une tournure de phrases, un choix de mots. Quel bonheur de lire un roman d'Armelle Carbonel à chaque fois. Et à chaque fois, elle arrive à faire parler le lieu, à le faire presque respirer. Et c'est superbe. Ah, mais moi, à chaque fois, j'en suis dingue. Je suis dingue des romans d'Armelle Carbonel. Je ne loupe aucune sortie. Donc, je vous conseille cet auteur. On passe à la question. Question du jour, achat ou service presse? Alors, je vais pas réfléchir longtemps, moi je suis plus achat. Au tout début de la chaîne et du blog, on était beaucoup moins de blogueurs, beaucoup moins de youtubeurs, beaucoup moins d'instagrammeurs et compagnie. C'était déjà plus facile d'obtenir des services presse, faut pas se le cacher. Il y avait des sélections moindres, c'était plus facile de contacter les maisons d'édition, c'était plus facile d'avoir des contacts. Moi, entre-temps, j'ai quand même eu une vie assez chamboulée. Au début, j'en demandais beaucoup de services presse, mais j'avais aussi beaucoup plus de possibilités de lire. Et je me suis séparée de mon ex-mari, on a divorcé. Et ça a créé chez moi une perte de temps terrible.
pour me consacrer à la lecture. Mon rythme est passé de 90 bouquins par an à 40. Là, je remonte la pente. L'année dernière, j'étais quasiment à 80, donc je récupère enfin un rythme de lecture plus correct. Cette année, je pense pas y arriver, mais j'en suis pas très loin. Et du coup, je ne pouvais plus prétendre à réclamer des services presse en ayant si peu de lecture, en ayant un rythme si bas. Et en fait, ça m'a fait le plus grand bien. Moi qui étais super contente de les recevoir dans la boîte aux lettres, je le suis encore, hein, j'en ai beaucoup moins. J'en reçois peut-être une dizaine ou une quinzaine par an, quelque chose comme ça, c'est ridicule. C'est vraiment des livres que j'ai envie de lire tout de suite, j'en ai quasiment pas en attente. C'est vraiment, je veux vraiment rester sur les achats, sur les dons. Donc des fois on me donne des livres, des amis qui me donnent des livres, de la famille qui m'en offre. Et je veux vraiment rester là-dessus. Ça me permet vraiment d'avoir une liberté de choix sans pression du tout pour la lecture. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de pouvoir choisir ma lecture au gré de mon envie. Il suffit que je termine un livre et que 1 heure avant j'ai entendu parler d'un autre bouquin. Si je l'ai, je vais peut-être me dire tiens, c'est celui-là que j'ai envie de lire, sans pression de service presse ou quoi que ce soit, et je trouve ça beaucoup plus sain. Et alors je ne nie pas, hein, c'est très bien ceux qui arrivent à en avoir, il n'y a aucune jalousie là-dedans. Souvent ces blogueurs-là, souvent ces blogueurs-là ont un bagage littéraire plus élevé que le mien, ont moins d'impératifs familiaux, ont plus de temps pour lire, ont un rythme de lecture plus élevé. Moi, j'y arrive pas. Et moi, surtout, cette activité de lecture doit rester un plaisir avant tout. C'est pour moi quelque chose de primordial que ça reste du plaisir avant d'être du chiffre, avant d'être de la quantité. Et ma foi, s'il faut passer par les achats pour en arriver là et avoir vraiment une relation saine avec le monde du livre, le monde du blog, le monde des vidéos littéraires, moi je trouve que c'est très bien. Parce que les services presse, c'est une très bonne chose, mais seulement, je pense, pour certaines personnes qui sont capables de vraiment tenir des engagements, malgré le fait qu'elles n'aient pas envie, etc. Je pense que ça gâche la lecture. Quand on se dit, mince, j'ai encore des services presse à lire, c'est plutôt celui-là que j'aurais aimé lire, etc. On en arrive sur une relation qui n'est pas forcément honnête, parce qu'on est censé faire un retour de lecture rapide, des fois dans le mois, etc. Et ça devient compliqué à tenir le rythme, à tenir tout ça. Et moi, en tout cas, je me sens beaucoup mieux depuis que je n'en ai quasiment plus. C'est très 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 rare que j'en demande. J'ai encore de très bons contacts avec les maisons d'édition, c'est pas un problème. Juste c'est très rare et ça me va très bien comme ça. Et je continue d'acheter et j'ai envie de dire voilà, je suis maman, oui, mais je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas. Donc mon budget plaisir pour moi passe dans les livres, passe dans la lecture, passe dans le partage. Et c'est très bien. On passe à la dernière catégorie, le top 3. Le top 3 du jour, ça va être sur des romans polar thriller, suspense, historique ou ésotérique. Alors c'est hyper large comme catégorie. J'avais envie de parler un peu de tout ça et en même temps je ne savais pas trop comment le classer. Et en même temps c'est pas extensible non plus. J'ai que 24 vidéos pour essayer de brasser le plus de possibilités. Donc là, je vous avoue que je triche un peu. Alors, j'ai envie de dire merde, hein, les règles. Alors, là, je vous avoue que je triche un peu, mais j'ai envie de dire zut, les règles, c'est moi qui les ai fait. Donc, si j'ai envie de les transgresser, je peux le faire. Et pour cette catégorie, j'en ai choisi 4 parce que j'arrivais vraiment pas à me dire mince, celui-là, en fait les 4 j'avais envie d'en parler et j'aurais pas su trop où les replacer, ça aurait été compliqué, etc. Donc c'était le bon moment. Du coup, dans les livres historiques et ésotériques, le premier, le déclencheur de tout, j'ai envie de dire, c'est le Da Vinci Code de Dan Brown. Je crois que je l'ai en 3 exemplaires. Je l'avais acheté en poche. Je me l'étais procuré en grand format après, parce que j'avais adoré le poche. Et je me le suis trouvé en illustré. Donc ma foi, c'est encore mieux. Alors, le Da Vinci Code, je l'ai lu.
j'étais enceinte de ma fille, donc c'était il y a 18 ans. Un peu moins, presque 18 ans, parce que j'étais déjà bien enceinte quand même. Et je savais pas, je cherchais un livre, le film allait sortir au cinéma, je crois, et du coup, je me suis dit que c'est l'occasion, tiens, ça a l'air intéressant, ça. Et je me suis jetée dessus quand j'étais à Leclerc, tout bêtement, voilà, le truc de la lectrice lambda et la différence avec la blogueuse. J'étais à Leclerc, je l'ai vu en poche, je dis ah bah tiens c'est l'occasion, je me suis jetée dessus et je me le suis bouffé en à peu près 24 heures. Je l'ai commencé à midi, je l'ai fini le lendemain à un peu avant midi, je me suis bouffé sur 24 heures de temps. J'ai adoré, ça a vraiment développé chez moi tout ce côté mystère avec la Joconde, qui avait des trucs cachés, qui a des sens cachés aux mots, qu'il a fallu retrouver, remonter la piste, qu'est-ce qu'il y avait dessus, enfin ça a été un truc complètement fou et j'ai adoré vraiment ce style-là, ça a été quelque chose de très fort et moi c'était un énorme coup de cœur. J'ai lu tous les Dan Brown, je me les suis tous achetés parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour cet auteur. Et d'ailleurs j'attends avec impatience qu'il nous en sorte un nouveau parce que ça ne sort pas et moi j'ai qu'une envie, c'est d'en relire un. Et voilà, pour moi le Da Vinci Code c'est quand même quelque chose de vraiment super costaud pour moi et c'est un livre que je relirai peut-être bien un jour aussi, c'est vrai. Vraiment. Ensuite, il y a une saga ésotérique qui a été écrite par Andy McDermott. Alors nous, en France, on en est au 4e livre, je crois. Et aux États-Unis ou en Angleterre, bon, ils en sont très très loin. Ils en ont beaucoup plus que nous. Ça a du mal à être traduit. Donc là, on est sur le premier tome, à la poursuite de l'Atlantide. Et on est avec Nina Wilde, qui est une archéologue, et Eddie Chase, qui est un ancien agent des services secrets. Et ils vont remonter en fait la piste de l'Atlantide. Et elle part dans une aventure de l'Iran au Brésil, en passant par l'Himalaya, le fond des océans, etc. Et forcément, ils sont poursuivis. En fait, c'est un côté très Indiana Jones, très... c'est un petit fond Da Vinci Code aussi, parce que finalement, ils retrouvent des pistes. En allant à un endroit, ça les amène ailleurs. Ils vont retrouver un document. Et c'est toujours comme ça. Et alors ensuite, il y a le tombeau d'Hercule aussi. Il y a Excalibur. Il y a le livre de la Genèse. Je ne sais plus. Enfin, il y a plusieurs tomes à chaque fois avec les mêmes personnages, Nina Wilde et Eddie Chase. Et on les voit évoluer l'un par rapport à l'autre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est cette trame historique. Alors forcément, c'est complètement farfelu à certains moments. De partir d'un endroit avec quelque chose et à chaque fois de tirer sur la corde le plus possible pour arriver ailleurs, pour trouver un nouvel indice, pour trouver quelque chose, de se faire canarder, de se faire tirer dessus, de devoir courir, s'enfuir en voiture, à la nage, etc. Enfin, c'est très tordu, mais moi j'aime bien. C'est le genre de roman que j'adore, des romans en mélange d'histoire, d'action, d'ésotérisme, etc. Et j'adore ça. Donc vraiment, c'est une saga. Pour les amateurs, vraiment, je vous la conseille carrément. Ensuite, je voulais vous parler du Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie avec le personnage de Gabriel Joly, qui est journaliste à Paris au moment de la Révolution française. Moi, j'ai adoré. Cette plongée dans la Révolution française est absolument géniale. Le Loup des Cordeliers, parce que dans un quartier de Paris, on assiste à des meurtres très sanglants et certains parlent d'un loup. Voilà. Et donc on est là avec cette histoire et Gabriel essaye de remonter une piste qui semble peine perdue. Mais cette plongée dans la Révolution française, avec un moment qui m'a marqué, c'était la prise de la Bastille, parce qu'on est vraiment avec eux au moment de la prise de la Bastille. On voit ce qui se passe exactement, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la recherche historique incroyable que Henri Lovenbroek a dû faire pour l'écriture de ses romans. Mais j'étais sur les fesses, à certains moments, c'est vraiment une plongée historique complète,
et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré la lecture de ce roman. J'ai lu le 2e tome aussi, il me reste le 3e, et j'aurais fini la trilogie Gabrielle Joly. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve que niveau thriller suspense et en même temps plongée historique, il est top. Franchement, il est top. Il n'y a rien à regretter là-dessus. C'est une lecture vraiment géniale que je vous conseille absolument. Enfin, je voulais vous parler du Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos, qui est le premier tome d'une duologie. Le 2e, c'est, si je vous présente à l'envers, ça va pas aller, le manuscrit de Birkenau. Donc en fait, les 2 livres se suivent. Donc en premier, c'est le Magicien d'Auschwitz. En 2e, c'est le manuscrit de Birkenau. On est en fait au moment des camps de concentration, etc. On est avec Herbert Levin, qui se fait appeler le Grand Nivelli, qui est magicien. Et il est remarqué du coup par des dirigeants SS et il est envoyé dans les camps. Et avec sa famille. Et donc il y a un jeune soldat aussi en Russie qui combat pour Hitler au sein de la division bleue espagnole. Donc on est sur 2 camps différents. Mais cette plongée dans l'horreur des camps, alors vous allez me dire, on peut le faire avec d'autres livres. Évidemment qu'il y a d'autres livres qui en parlent peut-être même mieux. Évidemment. Maintenant, moi, j'ai aussi ce goût de livres qui me sortent du quotidien. Alors, évidemment, on n'a plus de camp de concentration au jour d'aujourd'hui, mais j'ai besoin de fiction. J'ai besoin d'avoir une fiction et pas juste un témoignage. C'est très dur pour moi de lire un témoignage, j'ai vraiment du mal avec ça. Et j'aime ce côté romancé de l'histoire qui nous permet quand même d'apprendre beaucoup de choses tout en étant dans un livre de fiction. Même si c'est inspiré de faits réels, même si c'est inspiré de personnes réelles, j'ai besoin de ce côté fiction et c'est pour ça que j'ai du mal à aller vers des vrais témoignages surtout de calvaire comme ça. Je veux dire, ça a quand même été énorme ce que les Juifs ont vécu. Et là, on va vraiment le suivre, ce magicien, dans le Magicien d'Auschwitz, mais aussi dans le manuscrit de Birkenau. Et il va nommer l'innommable. Il va parler de moments qui sont absolument infâmes, qu'ils sont inhumains. C'est inhumain ce qui s'est passé là-bas, c'est inhumain ce qu'ils ont fait vivre aux Juifs, c'est inhumain de toute l'horreur qu'ils ont vue, qu'ils ont vécue, qu'ils ont ressentie, etc. C'est inhumain et c'est très bien, très très bien parlé parce que on est vraiment avec ce personnage, on est dans les chambres à gaz, on est dans les tueries, on est dans les personnages affamés, on est dans tout ça, on est vraiment plongé dans l'horreur avec eux, on ne peut pas respirer, on ne peut pas s'en sortir sans eux, et c'est très très dur. Et moi, cette duologie, je l'ai trouvée superbe. Je l'ai trouvée très pertinente, très bien écrite. Alors, certaines personnes ont commenté d'ailleurs sur internet, sur des avis, que c'était quand même assez éloigné de la réalité, que certaines choses se passaient pas comme ça, etc. Je sais. C'est le principe de la fiction, et c'est aussi ce qui me plaît beaucoup à moi, parce que malgré le fait que j'ai appris énormément de choses, je sais qu'il y a un fond de fiction qui me permet d'apprécier encore plus ma lecture. Et je pense que si c'était juste un témoignage, quand bien même je trouve que c'est très important de parler de tout ce qui s'est passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs, je trouve que le côté témoignage pour moi est très dur et très... On a vraiment ce besoin de prendre de la distance pour pas être choqué, pour pas être complètement bouleversé par tout ça. Et je trouve que le côté fiction de ces romans-là permet justement de toucher les lecteurs, de nous apprendre des choses, de nous faire nous rendre compte de quelque chose, avec en plus cet attachement au personnage. Il y a beaucoup moins de distance et peut-être que justement c'est encore plus intéressant comme ça. Alors,
ça m'a aussi permis d'être un peu plus curieuse et justement de m'intéresser un peu plus à tout ce qui s'était passé. Et ça m'ouvre cette envie d'accompagner la lecture de témoignages. Mais je pense que le point de départ, c'est vraiment la lecture du magicien d'Auschwitz qui m'a poussée à avoir envie d'accompagner la lecture de témoignages de ces moments-là pour me rendre vraiment compte, mais je savais où j'allais. Et je trouve que du coup c'était vachement mieux pour moi en tout cas. Donc après chacun son ressenti. Mais pour les amateurs de tout ce qui est historique de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, etc., je vous conseille absolument cette duologie du magicien d'Auschwitz et du manuscrit de Birkenau. Parce que je les trouve vraiment très très bien réussis. C'est 2 gros pavés, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà pour notre 9e vidéo. J'espère que je vous ai peut-être donné quelques idées de lecture. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.